L'interview de la semaine. Bonjour à tous, c'est Laurent en direct de Radio Solidarité. Aujourd'hui, nous partons sur Namur et nous avons comme invité Olivier Issette qui est le coordinateur adjoint du relais social urbain namurois. Bonjour Olivier. Bien, bonjour à tous. Olivier, tu es le coordinateur du relais social urbain namurois. C'est quoi un relais social ? Alors, c'est quelque chose de totalement innovant, mais qui a déjà près de 20 ans pour certains relais sociaux. La région wallonne voulait vraiment avoir une photographie de l'efficience du fonctionnement des différents services qu'il subventionnait en matière de lutte contre la grande précarité. Et donc, il a décidé de lancer des associations un peu particulières sur certains territoires prédéfinis, des arrondissements administratifs, pour coordonner toutes les actions en matière de grande précarité, de lutte contre la grande précarité, et de coordonner l'ensemble en leur octroyant une enveloppe de financement. Et l'enveloppe de financement n'est pas distribuée en fonction d'un technocrate ou d'une administration en fonction des demandes, mais bien par les acteurs de première ligne eux-mêmes qui composent le relais social. Donc c'est vraiment une parité entre le secteur public, donc les CPS, les villes, un hôpital, et le secteur associatif qu'on rencontre dans la zone prédéfinie et qui décide d'octroyer les montants effectivement disponibles pour alimenter tous les services et projets qui sont mis en place dans la zone prédéfinie pour lutter contre la grande précarité. Alors de quels projets sont plus mentionnés ? Tous les projets qui ont trait à l'accueil de jour, à l'accueil de nuit, le travail de rue, l'urgence sociale, les dispositifs d'urgence sociale. Dans certains relais, il y a le volet santé, le volet logement ou le volet pôle alimentaire qui sont organisés, financés et coordonnés par les relais sociaux. Donc c'est vraiment un organe qui, à l'origine, devait organiser, coordonner, financer les projets, mais de plus en plus, ils ont pris part effectivement au travail et nous sommes en charge des relais sociaux, des programmes Housing First, donc de logement, une autre approche de mise en logement accompagnée qui permet effectivement aux personnes en grande précarité dans un profil effectivement assez compliqué de pouvoir être accompagnées en logement et stabilisées en logement. C'est innovant, ça réussit. Les chiffres sont vraiment encourageants. Et donc voilà à peu près la photographie de ce que c'est un relais social. Donc un organe de coordination et de financement et maintenant aussi un acteur en matière de lutte contre la grande précarité. Combien il y a de relais sociaux urbains ici en Wallonie ? Oui, effectivement, nous sommes 9 maintenant relais sociaux. Nous étions 7 relais sociaux urbains qui couvront l'essentiel des grandes villes, donc Liège, Charleroi, Mons, Namur, Tournai, la Louvière, et alors deux nouveaux relais sociaux intercommunaux se sont joints à nous, ont été reconnus par la région wallonne, l'un couvrant le Brabant wallon et l'autre la province de Luxembourg. Olivier, il y a des relais sociaux en province de Namur, vous êtes le seul. Quel est votre rôle ici ? Uniquement le namurois ou vous allez un peu ailleurs que sur la commune de Namur ? La réponse sera double. Ça fait un peu une réponse de jésuite, mais vous allez comprendre. Notre mission est limitée effectivement à une partie de la province. L'arrondissement administratif, c'est 16 communes du Namurois que nous couvrons. Nous avons une vingtaine de projets que nous subventionnons au relais social. Nous couvrons la plus grande partie de services urbains, donc vraiment de la commune de Namur, mais nous subventionnons aussi 3 projets, un à Andenne et 3 autres, sur la Basse-Sambre, notamment via le GAPS et l'ASBL Revers. Donc on couvre effectivement une partie de la province. Nous devrions nous limiter à cette zone de compétence qui nous a été attribuée par le législateur. J'avoue que nous le dépassons souvent. Nous avons été appelés dans le courant de 2018 pour conseiller, aider parfois des associations qui se trouvaient du côté de Rochefort, même plus bas, l'église à Bellaneuve, quand il y a eu les questions des personnes qui étaient laissées sur les arrêts d'autoroute dans leur processus de migrance. Et donc savoir comment aider, voir quel financement ou quelle aide pouvait être apportée là-bas. Nous sommes intervenus au-delà de nos limites à la demande de Madame la Ministre pour coordonner et participer à l'élan avec la Fédération des maisons médicales de vaccination du public fragilisé, donc grands précaires ou des personnes qui étaient en mauvais logement, donc vraiment leur permettre dans les crises du Covid-19, de la Covid-19, de faire face et de répondre aux demandes de vaccination, donc permettre à un public qui était éloigné
effectivement de l'information des structures de soins, de permettre d'être vacciné et de pouvoir à la fois se préserver et préserver les autres. Donc on a dépassé notre secteur, et il est vrai que nous sommes parfois menés mais très peu rarement, à mener des actions d'accompagnement pour permettre à l'un ou l'autre partenaire qui couvre d'autres zones de la province, donc qui vont au-delà de notre arrondissement administratif. C'est très codifié, je l'entends pour vos auditeurs, mais c'est pour montrer aussi qu'on dépasse nos limites territoriales. On est à Namur. Quels sont tous les projets que vous faites avec le relais social à Namur? Et pour vous dire l'ampleur que nous avons pris, nous avons commencé le relais social officiellement en 2007. Donc vous l'aurez compté, on est en pleine crise d'adolescence, nous avons nos 15 ans. Nous avions commencé avec moins de 5 projets, avec deux travailleurs pour coordonner l'ensemble. Et nous sommes maintenant à quasiment 21 projets subventionnés, avec autant de travailleurs qui couvront effectivement tout le secteur. Je vous l'ai dit, essentiellement, nous finançons des projets et coordonnons des projets en matière de lutte contre la grande précarité. Si je vous donnais des exemples d'institutions qui sont subventionnées, les Restos du Cœur en matière d'alimentation, nous couvrons aussi l'ASBL. Vous avez peut-être entendu parler du Petit Buet, qui est une petite ASBL pourtant qui intervient en matière hygiène personnelle et laver son linge. On subventionne effectivement des projets d'accueil de jour, tels que la Croix-Rouge également sur le territoire namurois. Nous coordonnons et nous assistons d'autres associations comme une attendue qui est aussi connue dans le secteur, et subventionnons des projets effectivement d'autorité publique comme le CPS en matière de logement, la ville de Namur en tant que nous participons à l'enveloppe des dispositifs d'urgence sociale. Nous subventionnons aussi l'hôpital, le CHR Sambre-et-Meuse site Namur, sur un projet d'accompagnement d'une réponse sociale à la personne précaire qui fréquente l'hôpital, et permettre à la fois à ces personnes d'accéder aux soins et au personnel médical de pouvoir effectivement disposer de tout le volet administratif pour que ces personnes puissent être soignées encore dans de meilleures conditions. Donc voilà toute une série de partenaires. On travaille aussi lié aux différentes consommations, que ce soit en matière de réduction des risques. Il y a l'ASBL Namur Entraide Sida, l'échange, du côté de l'accompagnement vers une fin de consommation avec la ASBL Phoenix. Donc on a vraiment tout le secteur. Donc vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'urgence, de l'accueil de jour, de nuit, les questions de logement, si je vous ai dit, on coordonne, finançons un programme Housing First sur le territoire. Nous accompagnons aussi financièrement l'ASBL Les Trois Portes aussi, qui apporte des réponses notamment en matière de logement sur le territoire de Namurois. Donc quelque chose de très dense et qui permet de répondre à toutes les difficultés que nous rencontrons sur le territoire. Okay, merci Olivier. Au niveau de Housing First, on a un petit peu parlé dans la présentation que vous faites à Namur. Vous avez un projet qui s'appelle le projet FISA et qui est un peu lié aussi au Housing First. Le projet FISA, ça correspond à quoi? Pour que ça soit plus clair pour moi, j'aime bien passer par des images. J'espère que les auditeurs me comprendront. Vous imaginez la situation de la grande précarité de l'accès au logement, un peu comme les juillet et août sur un péage où on a ces images de gros bouchons à l'arrivée dans un péage et une sortie des véhicules au compte-gouttes de ce péage. Eh bien, c'est ça tout le travail en matière de logement pour la grande précarité. Vous avez ces véhicules qui sortent au fur et à mesure au compte-gouttes du péage. Ce sont toutes les réponses en matière de logement qui sont organisées par le Housing First ou par tout ce qui existe déjà en matière de logement. Les maisons d'accueil, les différentes AIS, les sociétés de logement. Donc ça, c'est les personnes qui sortent et qui ont un logement et qui commencent ou qui seront stabilisées en logement. Ça, c'est l'action vraiment la meilleure, c'est en fin de course. Le gros bouchon, c'est tout le travail que tous les acteurs dont je vous ai cité l'action, c'est de permettre à ces personnes de survivre à la rue et de commencer le travail d'insertion en logement. Donc c'est un travail dur, constituer, rétablir des droits sociaux, les accompagner dans leurs difficultés médico-sociales. Donc ça, c'est l'essentiel de notre travail. Et alors, vous avez la partie avant, donc tous ces véhicules qui arrivent et qui vont arriver dans ce bouchon et grossir ce bouchon. Eh bien, FISA va intervenir juste avant ce bouchon. C'est tout un travail des primo-arrivants en rue.
Donc c'est éviter à des personnes qui on a épuisé toutes les tentatives de solutions pour éviter qu'ils arrivent à la rue, expulsion d'un logement, fin de droit dans certaines structures de logement, et donc c'est vraiment les accompagner pour éviter qu'ils arrivent directement à la rue. Soit ils ont moins de 6 mois effectivement d'arriver en rue, donc c'est des personnes qui arrivent, et donc c'est éviter à ces personnes de se chroniciser en rue, de commencer à établir des points de survie qui seront très difficiles à faire disparaître, parce que ces personnes ont la dernière chance. Il faut imaginer que ces personnes n'ont du jour au lendemain quasiment que la solution en rue, donc ne pas savoir où se laver, faire ses besoins. Désolé d'être aussi plein un lundi matin, mais c'est ça, il faut s'imaginer à la rue, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire, où je dois aller? Et donc c'est permettre à ces personnes-là de pouvoir avoir une lumière dans leur situation et éviter qu'ils se chronicisent en rue. Et donc le FISA va mettre, ce sont des case managers qui vont effectivement prendre contact avec tous les services sociaux usuels et habituels et rétablir les droits, établir les premiers travaux sociaux avec ces personnes, avec eux, et les accompagner vers une autre stabilisation. Et donc c'est des personnes qu'on prend très rapidement, en sachant que le travail est d'éviter qu'ils viennent grossir ce bouchon. Je vous ai dit, c'était l'image que je vous donnais pour essayer de vous faire comprendre la réalité. Donc vraiment intervenir avant, les services qui vont faire du travail quand la situation sont connues de longue haleine sont là. Le Housing First, eux, travaillent sur un public le plus abîmé par les situations de rue, qui en matière d'accès en logement représente le pire cauchemar d'une personne qui serait prête à mettre à disposition son bien en logement. Il faut imaginer que c'est des personnes qui ont malheureusement plusieurs années de rue, au moins 2 années de rue, et qui cumulent malheureusement une souffrance en termes de santé, une accoutumance, une consommation qui est une maladie malheureusement supplémentaire à gérer, et une souffrance mentale. Donc c'est vraiment les personnes qui ont vraiment le besoin d'une situation très complexe et qu'on stabilise en logement avec une équipe pluridisciplinaire. Donc voilà l'essentiel du travail. Donc FISA intervient avant pour éviter que ce public se stabilise en rue malheureusement. Et que vous prenez contact avec des jeunes, vous avez des contacts avec des jeunes de quel âge à peu près à Namur? On sait qu'à Bruxelles, il y a de plus en plus de jeunes. Quelle est la situation justement avec toutes ces personnes jeunes? On a deux vraiment situations qui nous inquiètent encore plus dans le domaine du social. C'est effectivement la première, je ne réponds pas directement à votre question, c'est une des personnes de plus en plus âgées qu'on rencontre, 3e, 4e âge parfois, qui n'ont pas de solution effectivement de logement, qui n'ont plus de solution de logement. Le bâtiment qu'ils habitaient depuis des années est malheureusement vendu et se retrouvent avec des petites pensions à la rue. Et ce ne sont pas des personnes qui ont été habituées à demander de l'aide, donc elles essayent de s'en sortir par elles-mêmes. Donc c'est un public où c'est très difficile parce que c'est aborder les questions. J'y vais loin en disant ça, mais de gérontologie, donc de situations liées à l'âge et à la précarité de rue. Et de l'autre côté, vous avez des jeunes qui se sont désaffiliés au fur et à mesure, des jeunes qui ont été suivis par les services d'aide à la jeunesse, le plus souvent. Il faut savoir que 3 jeunes sur 4 qui ont été suivis, qui ont été placés par le juge, finissent effectivement malheureusement comme sans domicile ou en grande précarité. Donc on a un public de 18-25 ans qui vient alourdir, parfois plus jeune, et ça c'est encore plus interpellant, qui vient alourdir notre travail. Et c'est très compliqué parce que on a d'abord un sentiment de liberté. Plusieurs spécialistes de la grande précarité ont abordé ces questions. C'est un peu comme une lune de miel. Les premiers jours à la rue, on est libre de tout, on vit comme on a envie de le faire. On n'a plus de liberté, on ira à gauche, à droite pour dormir, on trouve une solution. Mais très rapidement, la réalité de la rue s'impose à eux, et c'est le travail le plus difficile est à faire, parce que c'est les convaincre effectivement des réponses sociales que nous avons apportées, construire effectivement des solutions avec des jeunes qui sont véritablement en décrochage, donc où il faut vraiment faire un travail très marqué avec eux pour éviter effectivement qu'ils restent en rue et qu'ils se chronisent, qu'ils tombent parfois dans les affres de l'hyperconsommation. Et on sait que ces temps-ci l'accès aux drogues est facilité, et c'est un danger que nos jeunes rencontrent encore plus accru quand on est en grande difficulté. Donc c'est vraiment un travail auprès d'eux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des associations, on est en train de monter
des solutions de logement avec le service droit des jeunes, notamment à Namur, pour ouvrir des unités de logement destinées à cette classe d'âge, permettant de faire un travail auprès de ces jeunes, les stabiliser et ensuite trouver des solutions logement pérennes. On est plus sur une stabilisation, retrouver l'envie d'autres pistes que la rue pour ces jeunes, et ensuite effectivement les stabiliser en logement et reconstruire autre chose. C'est une autre manière aussi ardue de travailler avec ce public. Donc on a ces deux corps qui sont présentes pour l'instant en plus de ce qui était existant. On parle de primo arrivant à la rue quand on est jeune. Pour s'en sortir pour sortir un jeune de la rue, il faut à peu près combien de temps? On parle une fois qu'on y est depuis plus de 6 mois, c'est de plus en plus difficile d'en sortir. Est-ce que c'est un constat que le relais social urbain fait À Namur, vous devez vous imaginer plusieurs choses. On a un contexte d'une ville qui paraît bourgeoise. Je dis paraît parce que quand on regarde les réalités de la précarité, j'invite vos auditeurs à aller sur le site de la Fondation Roi Baudouin et de regarder dans les dénombrements et faire des comparatifs, notamment avec Charleroi. Donc malheureusement, Namur n'est pas si bourgeoise que ça en matière de vie. Il y a beaucoup de précaires de terrain namurois. Une fois que les personnes sont connues, ça va être d'établir le lien dont je parlais tout à l'heure, et en fonction des solutions que nous allons pouvoir mobiliser, le temps sera de facto réduit. Une des grandes difficultés du Namurois, je vous ai dit, c'est une ville à des difficultés sociales, c'est une ville qui est aussi un pôle administratif important, donc effectivement, il y a beaucoup de logements qui sont prisés pour une partie du public qui vont travailler dans le secteur tertiaire namurois. C'est une ville universitaire où beaucoup d'unités de logement ont été transformées en côtes. Donc effectivement, une part importante de logements qui étaient ouverts, qui se sont transformés en logements étudiants. Donc une part d'accueil en matière de logement qui est difficile. Et vous savez, malheureusement, ça se confirme, les théories de l'économie de l'offre et la demande. Moins il y a d'offres, donc de facto le prix sera cher puisqu'il y a une rareté. Vous rajoutez à cette difficulté du secteur namurois, c'est que si nous avons été plus ou moins épargnés par les inondations, souvenez-vous, il y a plus d'1 an maintenant, j'ai dit relativement parce que le secteur Baumel a été fortement impacté et qui a nécessité de trouver des solutions, notamment Baumel. Je ne veux pas rajouter de la douleur en oubliant d'autres rues de Namur qui auraient été victimes des inondations. Mais une partie du public qui était touché du côté de Verviers et Liège a voulu, n'ayant pas de solution dans leur secteur, se sont retournés vers d'autres régions dont Namur. Donc on a une forte propension de recherche sur le terrain namurois. Eh bien vous l'aurez compris, trouver des logements abordables sur le terrain, la ville de Namur devient compliqué. Donc quand on réussit à travailler avec ces jeunes, à stabiliser, réouvrir des droits, c'est trouver en fonction des aides sociales, parfois des revenus, parce que certains retravaillent ou travaillent pour la première fois. C'est de trouver des logements accessibles pour ces personnes. Et ça devient excessivement compliqué parce que, comme je l'ai dit, ce qui est rare et cher, et les loyers à Namur sont loin d'être accessibles pour ce public en grande difficulté. Donc c'est pouvoir permettre à ces personnes de trouver le logement. C'est la partie la plus dure. Le volet administratif, c'est réouvrir des droits. Convaincre aussi ces jeunes de faire les démarches pour ouvrir des droits. Quoi qu'on en dise, et je sais bien que la vindicte publique dit que c'est très facile d'obtenir des droits sociaux en Belgique, je voudrais ramener à des réalités, inviter vos auditeurs à aller voir le site ayant trait à la pauvrophobie, mais c'est pas si facile effectivement de bénéficier d'une aide sociale. Et il y a une série de critères de contrôle qui sont mis en place, qui, pour un public, effectivement, notamment jeune, est un peu rétif à s'ouvrir, à se soumettre parfois au contrôle. C'est aussi convaincre ces jeunes de s'inscrire dans ces démarches pour pouvoir ouvrir des droits auxquels ils n'avaient pas. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, éducatif parfois. Il faut pas avoir peur de le dire. Pour protéger ces plus jeunes, ces jeunes adultes. Certains parlent de Java pour parler d'eux, donc de jeunes adultes et de vieux ados, leur permettre effectivement de trouver une solution et de mener une vie propre au correspondant à la dignité humaine. Donc ça prend du temps. On est en hiver, les premières neiges sont tombées ici sur la région namuroise. Quelle est la difficulté aujourd'hui par rapport à toutes ces personnes qui sont à la rue? Comment ça se passe aujourd'hui? La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut que vos auditeurs le comprennent facilement. La précarité, c'est toute l'année. Les conditions difficiles de vie en rue, c'est toute l'année. Si effectivement le froid, la neige ici et l'humidité jouent un rôle encore plus mordant en réalité,
tout le reste de l'année, vous allez le comprendre tout de suite, les personnes qui vivent effectivement en rue rencontrent des situations vraiment très froides. On est loin d'être un pays du côté du sud de la France, donc les conditions de fraîcheur et d'humidité surtout compliquent la vie des personnes qui vivent en rue. Le contexte hivernal, la région wallonne octroie une enveloppe supplémentaire lors des plans saisonniers qui permet de renforcer l'action. Je veux bien de renforcer, pas de créer, mais de renforcer les actions de toute l'année des services. Nous refinançons par exemple l'offre des matins des Restos du Cœur. C'est une des premières zones de chauffe effectivement autour d'un déjeuner. C'est ce que les partenaires ont choisi de financer. C'est cet accueil effectivement qui permet de faire un lien vers les accueils du midi et donc permettre à ces personnes-là d'avoir un point de chauffe. On renforce les actions de rue puisque on l'approche, nous sommes en plein dans des températures très froides et de plus en plus froides, donc c'est de renforcer les équipes de maraude et de tenter d'accrocher les plus rétifs à vouloir effectivement aller à l'abri de nuit, parce que c'est une démarche particulière d'aller de ce genre de structure collective, pour les plus téméraires de leur fournir les moyens nécessaires pour lutter contre le froid et être attentifs à leur situation. Et via les unités socio-sanitaires, donc nos infirmiers en rue, d'autres services en matière de lutte contre la thématique de la consommation, c'est de détecter les cas d'hypothermie éventuels et les orienter vers les services médicaux adéquats. Donc on a un renforcement des réponses en matière d'accueil. Mais ce que je voulais dire, c'est effectivement que c'est effectivement toute l'année les grandes difficultés. Comme on a pu renforcer l'accueil en hiver, les décès que nous rencontrons tout au long de l'année sont plus dans des zones qui sont moins couvertes en dehors des plans hiver, donc avril, même parfois l'été, où quelques malheureux malheureusement se retrouvent en fin de vie. On meurt très jeune en rue, hein. C'est 48 ans l'âge moyen des personnes qui décèdent, alors que c'est 81 ans l'âge effectivement de fin de vie moyen en Belgique, donc c'est interpellant. Vivre à la rue tue. Et donc on essaye de limiter la casse et de travailler avec les personnes sur un retour en logement et d'en convaincre certains de se diriger quand même vers l'abri de nuit ou trouver des solutions alternatives si on peut en trouver. Il faut dire que l'hiver aussi joue son rôle et les fêtes sont là aussi. C'est que certains liens distendus avec la famille se retissent durant quelques semaines et donc certains trouvent des solutions d'accueil dans leur famille, ceux qui ne l'ont pas toute l'année, et ils passent les fêtes au chaud. Mais nous restons effectivement attentifs à cette réalité. Les partenaires sont là pour nous aider à y répondre. Vous parliez justement des personnes qui étaient un peu réticentes d'aller à l'abri de nuit. Pourquoi cette réticence existe? Oui. Et elle existe pas qu'à Namur, elle existe un peu partout en Belgique dans les abris de nuit. Pourquoi un peu ils sont réticents? Donc c'est un constat qui s'est renforcé avec le dénombrement, où on a vu effectivement une frange de la population qui était dans une situation de grande précarité et était en situation de vie en rue, et se dire que l'année, la ville met à disposition pour la province. Il faut se rappeler que pour la province, il n'y a que 33 lits et c'est organisé par la ville de Namur. Donc il prend sa part de mettre à disposition de l'ensemble des autres communes du territoire et de leurs concitoyens une zone d'accueil d'urgence. Donc c'est aussi la question des territoires et à l'instar d'un financement des services d'incendie, de se poser la question si à défaut de réponse structurelle en matière de logement, si chaque commune devrait in fine participer au financement et agrandir ou améliorer cet accueil d'urgence qui doit rester un accueil d'urgence. Comme c'est un logement collectif qui est organisé notamment à Namur, mais dans le fonctionnement des abris de nuit sur la région wallonne, c'est à peu près la même structure. Le fait de vivre en collectivité, il faut s'imaginer que vous rencontrez toutes les catégories des plus précaires. Vous avez d'abord une mixité, donc on a un public féminin. Être femme en rue, c'est une double peine. Vivre sa vie de femme et être à la rue, c'est in fine une double peine. Depuis peu, mais sinon à l'origine même des premières réponses institutionnelles en matière de lutte contre la grande précarité, tout était pensé en tant que précarité pour hommes, que ce soit les toilettes, les douches. On a une forte propension de femmes effectivement en rue, et donc c'est pour ça que je parle de double peine, parce que à part dans les quelques dernières années où on a une amélioration de l'accueil du public féminin, c'était effectivement plus des solutions destinées aux hommes. Donc le fait que ces accueils collectifs soient mixtes, vous avez déjà une certaine crainte.
liées effectivement à vivre cette mixité dans ces logements collectifs. Vous rencontrez un public qui est en souffrance mentale parfois, donc vous imaginez des délires, des décompensations pendant la nuit, et donc c'est depuis l'entrée ici à Namur, c'est entre 21 et 21h30, c'est très codifié. La personne tente de s'endormir, va mettre plusieurs heures à s'endormir si vous avez une personne qui malheureusement ne sait pas laver, ou bien qui est en décompensation, crie, et on peut couper le son et l'image, si vous me permettez cette expression, vers 3 heures du matin, et vers un peu avant 7 heures du matin, les personnes sont réveillées pour préparer la sortie. Donc c'est des personnes qui vivent très peu un repos et qui sont in fine très fatiguées. Donc c'est un choix de ne pas y aller parce que finalement on ne se repose pas. Le deuxième, c'est malheureusement même entre gens précaires, il y a des vols, il y a des agressions qui sont présentes et donc qui ne permettent pas à certains ou qui font que certaines personnes font le choix induit de dire non, je vais trouver une autre alternative, un squat des amis où je prends le risque de passer une nuit à la rue et c'est là où notre travail s'intensifie encore plus l'hiver. On arrive à la fin de notre entretien, tout doucement. Quelles sont les difficultés à Namur actuellement que vous rencontrez et que vous avez besoin? Mais je vais vous dire 3 choses. Très rapidement. La première, en cette journée des volontaires, je voudrais remercier tous les volontaires qui s'inscrivent, quel que soit le secteur, le sport, le secteur de la petite enfance ou le secteur notamment de l'aide sociale, c'est de renforcer nos équipes et c'est de les remercier de leur investissement, quel qu'il soit. De demander effectivement à tout un chacun qui voudrait effectivement passer ou donner quelques heures de leur temps, que nous recherchons des volontaires, que ce soit la Croix-Rouge, les petites buées par exemple dans le secteur, n'hésitez pas à nous contacter, allez sur notre site www.rsunamurois.be où effectivement nous sommes à la recherche toujours de volontaires qui pourraient donner quelques heures. Parfois en soirée, on recherche à effectivement assurer un accueil de pré-soirée avant l'entrée en abri de nuit. Et donc, ce qui nous manque, c'est effectivement des volontaires capables pendant 3 heures d'être présents, de répondre, parfois de participer à l'animation. Donc, vraiment être présent, servir un café. Donc, on monte effectivement ce projet-là. Donc, c'est avoir des besoins de volontaires. Le deuxième, c'est un besoin matériel. La Croix-Rouge, qui est notre premier fournisseur de matériel d'habits, est confrontée à un manque effectivement d'habits chauds pour l'instant. Donc n'hésitez pas à contacter la Croix-Rouge de Namur si vous voulez faire un don de vêtements. Il se trouve rue de l'Industrie. Si vous allez sur leur site internet, vous verrez les heures, mais nous avons besoin de vêtements chauds pour l'hiver. Et de couvertures également, mais véritables couvertures. Le plus dur en fait pour nos structures, c'est de devoir faire un tri parfois, parce que des personnes... Et on reconnaît l'élan qu'ils donnent en donnant des vêtements, mais parfois c'est des vêtements qui sont très usés et donc que nous devons jeter. Donc être conscient que c'est des habits ou des couvertures qui doivent être utilisés, pas des supplis, qui sont plus difficiles à fournir naturellement qu'une couverture. Et le dernier, c'est des moyens financiers. Désolé d'en revenir à cette constatation purement financière, mais c'est là. Nos moyens sont limités. Vous connaissez la crise énergétique. Tout un chacun, la vie pour l'instant, c'est la même vie pour ces personnes. Et donc c'est difficile pour nous d'investir plus de moyens qui sont pris par la crise énergétique sur de l'achat de matériel. Donc c'est d'avoir les moyens d'acheter du matériel spécifique. Et qu'est-ce que je dis comme matériel spécifique? Ce sont des sous-vêtements qu'on n'achète pas en seconde main, on ne prendra pas en seconde main. Donc c'est des chaussettes chaudes. C'est ce genre de matériel et le besoin financier d'acheter ce matériel qui sont présents. Donc voilà les grands besoins et la situation. Un besoin de volontaires, un besoin de dons matériels. Donc la Croix-Rouge la Croix-Rouge de Namur, les maisons Croix-Rouge de Namur peuvent être et seront la réponse en matière de logistique, et des besoins financiers. Et là aussi, je vous invite à aller sur notre site du Relais Social pour voir les besoins de chaque partenaire et les besoins du relais. Alors, comment on contacte le Relais Social Urbain Namurois? Alors, il est assez simple. Le plus simple vraiment pour nous, et malheureusement on ne s'inscrit que peu dans la démarche de notre partenaire qui est lire et écrire, qui est de laisser des bureaux et de diminuer l'impact du multimédia et de l'informatique, mais le plus simple est encore par mail. Donc c'est info@rsunamurois.be, info@rsunamurois en un mot.be. Ou sinon, vous avez notre numéro de téléphone, mais on est fort sollicité, qui est le 081 391 624 pour toutes les urgences sociales. Vous
êtes en rue, vous me permettez d'insister là-dessus aussi, vous êtes en rue, vous avez un doute sur une personne qui a très froid, qui somnole, et vous avez peur d'appeler le 112, à Namurville, vous pouvez composer le 0800 124 20. 0800 124 20. Ce sont nos collègues de l'urgence sociale qui se rendront sur l'urgence. Et si vous avez un doute, quel qu'il soit, n'hésitez pas à composer le 112. Nos collègues des services d'urgence se rendront et verront si effectivement cette personne est en difficulté ou c'est plus une approche sociale que médicale qui doit être mise en place. Donc dans le doute, ne vous abstenez pas. Ou sinon, voilà, le plus simple, c'est par mail ou par numéro de téléphone. En tout cas, Olivier Issette, merci beaucoup de cet entretien. Merci de nous avoir expliqué un peu ce qu'était un relais social et de nous expliquer également vos activités, à Namur. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt en espérant que cet hiver... Très bonne fête à vos éditeurs, à vous-même. Merci Monsieur Issette, à bientôt, au plaisir, au revoir. Retrouvez nos interviews en podcast sur notre site www.solidarité.tv.